ça m'a donné beaucoup de liberté aussi, le fait d'avoir mon entrepreneuriat à côté, mes boîtes. En fait, le fait qu'il fait que quelqu'un réussit ou pas, gagne beaucoup d'argent ou pas, ou sa boîte prospère, c'est sa capacité à résoudre les problèmes qui arrivent devant lui. Ce côté entrepreneurial, je l'ai un peu transposé à ma carrière de sportif. Bienvenue dans La Base, un podcast Big Media. Nous allons parler de voyage entrepreneurial. Je suis Georges-André Tabet, entrepreneur et consultant. Et avec moi aujourd'hui, Morgan Charrière. Comment ça va? Salut Georges, bah écoute, moi ça va super, très content d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de passer du temps ensemble. On va discuter justement de tout ce que tu fais d'un point de vue d'entrepreneur. Yes. Pour commencer, déjà, qui es-tu? Parle-nous un peu de ton origin story. Qui je suis? Bah, je suis un banlieusard, donc je viens vraiment une petite ville du 7-8. Donc moi je viens de Issou, donc c'est une ville à côté de Mantes-la-Jolie, pas très loin. Donc j'habite une petite ville à côté d'une moyenne ville en termes de situation, quoi, pour les banlieusards. Ou pour aller à Paris, je mettais une bonne heure et demie, quoi. Okay. Donc Paris c'était un petit peu loin, mais pour moi ça a toujours été un peu un endroit où il y a beaucoup d'opportunités. Et après sinon j'ai fait toutes mes études plus ou moins dans le 78. Après je suis allé jusqu'à la fac, donc je suis allé en STAPS. Avant ça j'ai fait un BTS en management et avant ça j'ai fait un bac scientifique. Les études ça a toujours été quelque chose d'important, mais par contre je savais que je faisais pas des études pour prendre un travail ou choisir quelque chose et avoir un CDI. C'était plus pour développer ma façon de penser et bien sûr continuer à faire quelque chose pendant ce temps où tu grandis un peu plutôt que d'arrêter tes études et tu as 20 ans, 21 ans et du coup tu vas forcément trouver un travail pour t'occuper. Je préférais créer mes trucs, commencer mes business. J'ai commencé très jeune en vrai, tout en étant en études et en testant un peu ce que je voyais en cours à côté. Quoi à l'époque justement avant de te lancer, après on parlera exactement de ce que tu fais aujourd'hui. Mais justement... quand il y avait les brocantes dans ma ville, donc il y avait beaucoup de brocantes, moi, vu que j'étais dans les petites villes. Ville, il y a souvent une brocante par an et c'est un peu l'événement de l'année. Et donc moi, je prenais mes jouets, les machins que j'avais, et je mettais des prix et je me disais, si j'arrive à tout vendre, je vais me faire tant. Et je me disais, si tant d'années j'arrive à vendre à la brocante, je pourrais peut-être, parce que je visais déjà long terme plus jeune, et moi je voulais m'acheter une moto à cette époque-là. Je me disais, si je fais tant de brocantes, je vends tant d'argent, peut-être je pourrais m'acheter une moto à mes 18 ans. Tu vois, t'avais un objectif. Ouais, c'est ça, j'avais un objectif très tôt, très concret. Très concret. Et ça, en fait, cette envie d'entreprendre, ça, quelqu'un te l'a inculqué, c'est lié, je sais pas, à ton entourage ou autre, ou c'est un truc que tu avais au fond de toi et tu l'as jamais vraiment... Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un déjà de très actif, qui s'ennuie très vite. J'ai besoin de faire beaucoup de choses. Donc j'ai toujours été hyper créatif à créer des choses, m'occuper des mains, pas rester devant un écran ou quoi. Moi je peignais, je faisais de la menuiserie un petit peu. Je créais des trucs, je peignais des bouteilles, j'imaginais que c'était des sabres Star Wars quand j'étais plus jeune. Et avec des bouteilles en plastique, tu vois. Vraiment, non, vraiment. Hyper bien. Et du coup, en fait, le côté entrepreneurial, je pense, c'est mon père. Mon père, en fait, moi, depuis que je suis né, depuis que je le connais, il est entrepreneur, donc il a sa propre boîte, il est artisan. Et donc, je l'ai toujours vu se débrouiller pour ramener l'argent, trouver ses clients, les problèmes d'être un entrepreneur. Donc, moi, ça a toujours été mon quotidien. C'est-à-dire que mes parents, ils sont pas salariés. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose que je voyais au quotidien. Donc, naturellement, d'être entrepreneur, c'est quelque chose que... Je baignais dedans, exactement. Depuis toujours. Et mon père, forcément, ses amis, souvent, sont entrepreneurs. Enfin, ceux que je voyais le plus. Après, moi, mon père, vu que je passe beaucoup de temps avec lui, j'avais une très bonne relation. Je travaillais beaucoup avec lui. Donc, j'allais très jeune avec lui sur les chantiers, faire des trucs. Et donc, j'ai été baigné tout de suite dans l'entrepreneuriat, l'artisanat français. Et en fait, c'était en introduction, avant, tu disais que c'était très important pour toi les études. Et là, en fait, dans ce que tu racontes, tu avais en fait déjà un peu deux visions. Tu avais le côté études hyper important pour l'état d'esprit, la logique, on va dire ça comme ça, d'une part. Et d'autre part, un truc très concret. Ça veut dire avoir un business, le faire vivre, le faire évoluer. Donc, tu as bénéficié en fait très tôt, très jeune de ça. Enfin, en tout cas, en tout cas, d'en étais conscient. J'étais conscient... que je pouvais voir les deux facettes. Après, le truc, c'est que l'artisanat, c'est dur. Et moi, mon père, il m'a toujours dit, franchement, te mets pas à ton compte.
Tu vois, mon père voulait pas que je sois un entrepreneur. Il savait ce que ça coûtait. Bah, c'est beaucoup de problèmes, quoi. Il me disait clairement, en fait, tu travailles tout le temps, t'es jamais vraiment en vacances, mais t'as aussi pas tout le temps l'impression de travailler. C'est un peu voilà, l'entrepreneuriat, c'est toi contre le monde, un peu. Ouais, à fond. Puis les impôts, l'URSSAF, toutes ces choses-là, moi j'ai vu vraiment au quotidien, j'ai vu des moments durs, même des contrôles fiscaux, des trucs où voilà, quand ça toque. Ouais, et c'est un combat de chaque seconde. C'est ça. Pas de tous les jours. C'est chaque exactement, seconde. exactement. Par contre, moi je trouvais que je préfère travailler pour moi que travailler pour quelqu'un. J'ai aussi ce besoin de liberté. De choisir mes horaires, de travailler quand j'ai envie, c'est-à-dire que si j'ai envie de travailler toute la nuit et pas la journée, c'est moi que ça regarde, de pouvoir surtout, au vu de ce que je fais au quotidien, avoir mes activités à côté. Moi, c'était aussi plus pour ça. Et c'est toujours difficile quand tu es en salarié de poser un week-end si tu travailles le week-end, machin. Et moi, j'ai besoin de cette liberté, en fait. Si j'ai pas cette liberté, je suis pas bien. Et on va parler justement maintenant de ta carrière, dans le sens... ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui? Au quotidien. Je vais t'essayer de le dire, je vais pas te spoiler. Non. Donc vas-y, raconte, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi, genre? Bah du coup, moi je suis combattant professionnel de MMA. Donc ça c'est mon activité, on va dire c'est ma boîte numéro 1. Ouais, activité principale. C'est mon activité principale et je dirige ma carrière comme une entreprise. D'ailleurs, ce côté entrepreneurial, je l'ai un peu transposé à ma carrière de sportif. Donc je suis combattant MMA à l'UFC, donc qui est la plus grosse organisation du monde. Je fais partie des meilleurs mondiaux dans ma catégorie. Mais pour en arriver là, le problème c'est que moi à l'époque c'était pas légal le MMA. Donc il y avait peu d'argent dedans, peu de sponsors, peu de chances pas de réussir, mais de vivre en fait. Là c'est même pas vivre du sport, c'est juste de vivre. Donc parce qu'on était payé, déjà c'est payé que quand tu combats. Donc sous forme de prime. On n'a pas de salaire tous les mois. Donc beaucoup de choses peuvent se passer avant un combat. C'est-à-dire que on peut te prévoir un adversaire, voilà, c'est dans 2 mois, un tel. 2 semaines avant, il se blesse. Pas de combat. Ou je me blesse. Pas de combat, pas payé. C'est hyper précaire. Oui, c'est ça. Et on parle de montant où quand on est en début de carrière, ou en tout cas à l'époque où le MMA n'était pas légal et que c'était pas ce que c'est maintenant en France, franchement, tu combattais pour 1 000 euros, 1 500, allez 2 000. Waouh. Mais ça fait pas beaucoup d'argent. Pour des jours et des jours d'entraînement. Ça demande au moins 2 mois de préparation. Et tu peux pas recombattre tout de suite après. Donc tous les mois, tu sais que tu vas pas gagner 1 500 ou 2 000 tous les mois. C'est genre tous les 3 mois, 4 mois. Et ça, c'est un gros rythme. Hein. Normalement, on combat 3 fois par an. Parce que c'est traumatisant. Ton corps, il encaisse. Voilà. L'entraînement, la bagarre qui fait mal. Il faut pas se blesser. Toutes ces choses-là. Et donc, moi, la nécessité de gagner de l'argent en dehors de mon sport. Ça a été ça ma nécessité. Et c'est de là que forcément je me suis dit en vrai le meilleur truc c'est d'être entrepreneur. La plupart des autres combattants ils prenaient des jobs à mi-temps. Mais j'ai essayé pour voir. Mais pas assez de liberté. Forcément avec des jobs à mi-temps tu vas pas monter, avoir un super... t'auras moins de liberté. Voilà, et même un travail vraiment, comment dire, qui te stimule au quotidien. À mi-temps, forcément, tu fais un peu les trucs que les gens ne veulent pas faire. Complètement. Peu importe où tu vas. Donc, je me disais, je vais pas faire ça pendant 10 ans à mi-temps d'un côté, combattre à côté, parce que du coup, tu performes ni dans l'un, ni dans l'autre. Et mon but dans la vie, quand même, c'est de un peu réussir ce que j'entreprends. Après, réussir, chacun décide ce que ça veut dire. Mais c'est de faire les choses à 100%. Donc, soit ma carrière en MMA, soit être entrepreneur, ou soit être plus salarié. Et donc, le meilleur choix pour moi, c'était d'être entrepreneur et de réussir à gagner de l'argent pour pousser ma carrière, payer mes blessures. J'ai combattu gratuit pendant très longtemps, mais ça m'a donné beaucoup de liberté aussi, le fait d'avoir mon entrepreneuriat à côté, mes boîtes, faire tout ce parcours, parce que j'ai un problème de... Mon adversaire est blessé. Ouais, bien sûr. C'est pas grave. On me dit, t'affrontes un tel, sinon tu combats pas au bout de 3-4 mois. Je peux dire non, parce que par exemple, j'ai le luxe de refuser. Parce que t'as plusieurs pas après l'argent. Exactement. T'as plusieurs, t'es pas dans la contrainte. Voilà. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant comme point. Parce que souvent, on va faire... après, c'est des visions. C'est des visions. Des personnes qui vont faire un seul projet, se donner à fond là-dedans et voir si ça casse, ça break et tout, donc c'est plutôt cool. Toi, en fait, à l'inverse, dès le début, t'as pas du tout mis tous les yeux dans le même panier. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, en fait, ça demande, comme tu disais avant, tu as dit le mot
hyper important de structure. Ouais. Et après, j'imagine, tu n'es pas seul. Il y a des gens autour de toi. Oh non, j'ai été beaucoup seul. Ouais. Wow. Surtout au début. La première activité que j'ai lancée, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'entrepreneuriat, la première activité que j'ai lancée, donc j'étais en... je t'ai dit, j'ai vendu des casquettes, toutes ces choses-là, mais c'était rien de très sérieux. Voilà, c'était un peu du bricolage, hein, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, faut que là, je m'y mette vraiment. Tout comme le MMA, je m'y mets vraiment. Il faut que j'arrive vraiment à gagner de l'argent. Donc, mon entrepreneuriat, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, plus important pour moi et le plus simple, je pense que c'est Internet. C'est de vendre en ligne parce que ça me demande pas d'être quelque part. Oui. Je peux juste avoir mon PC avec moi. Donc, peu importe où je suis dans le monde, tout à fait. Je peux travailler. Donc, il fallait que je trouve un business en ligne, quelque chose que je peux faire tourner, quelque chose que je comprends. Et donc, à cette époque-là, donc, j'avais fait un BTS en management, un BTS MUC. Et ensuite, j'ai fait STAPS, une licence STAPS. Oui. Et donc, quand j'étais en STAPS, j'ai appris énormément de choses sur le sport et ça m'a encore plus passionné que ce que c'était déjà. Et moi, je faisais déjà ma carrière en parallèle. Et très rapidement, j'ai vu que la plupart des gens ne savaient pas s'entraîner en fait. Et beaucoup de gens me demandaient des conseils. Ouais, à la salle, tu fais quoi? Tu peux m'envoyer un programme et tout. Ouais, parce que tu avais déjà une expertise. Une expertise, c'est ça. Voilà. Évidemment. Une crédibilité grâce à ma pratique et au fait que sur les réseaux, j'étais déjà assez présent à cette époque parce que c'est quelque chose que je savais qui était important et qui allait devenir important. Ouais, de plus en plus important. De plus en plus important. Et donc, j'étais beaucoup sur Twitter, moi, à cette époque, où je parlais de sport. Okay. Et je parlais de ce que j'apprenais en cours, en fait. Tout simplement, je partageais ce que j'apprenais en cours. Et du coup, à partir de ça, je me suis dit, je vais vendre des programmes de sport, en fait. Et ça a commencé tout bêtement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me faire un programme? Je te paye. Et moi, j'avais jamais eu dans ma tête que c'était possible de faire ça, quoi. Et du coup, je lui dis, ouais, si tu veux, écoute... pour 50 €, je te fais un programme et voilà, il me dit ok, je veux un truc un peu cardio, machin. Et du coup, je lui fais son programme, je lui envoie, il me paye. Et puis là, je me suis dit putain. Ouais, tu tiens un truc. J'ai fait 50 € à distance, quoi. Je me suis pas retrouvé à aller faire un travail, à dépenser mon temps, quoi. Ouais, t'étais chez toi. Voilà. Bon, t'as bossé. Ouais, non, j'ai bossé, j'ai fait le truc, mais après, je me suis dit, maintenant, j'ai quelque chose, comment je peux le multiplier, quoi. Oui. Comment je peux faire en sorte que ces 50 € reviennent et plus facilement. Et du coup, je me dis, en vrai, là, j'ai déjà un programme. Qu'est-ce qui m'empêche de le revendre à quelqu'un d'autre? Et du coup, je suis parti de ça, en fait, là, il me faut juste un site où je peux mettre des programmes dessus. Et après, j'ai juste à continuer à parler de sport, à nourrir, c'est exactement, et à faire du trafic sur mon site. Et ça, t'as fait seul? J'ai fait tout seul, ouais. Tout seul, j'étais en STAPS, j'ai codé mon site sur WordPress. Ouais. Wow, en plus. Ouais. Mais la débrouille. J'ai codé mon site sur WordPress, j'ai acheté mes noms de domaine, etc. Et une chose en entraînant une autre, tu commences à mettre ton pied dedans et là, tu ouvres les yeux un peu et tu vois d'autres opportunités ou des gens qui vont pouvoir t'aider parce que tu te rends compte que ça, j'arrive pas à le faire, faut que je trouve quelqu'un. Ouais, pour déléguer. Ouais, pour déléguer ou juste pour qu'on t'explique. Parce que du coup, à cette époque, moi, c'était quoi? C'était en 2018, 2019. Ou avant, peut-être, il y avait moins ce qu'il y a maintenant sur Internet. C'est-à-dire que le savoir était un petit peu plus compliqué à trouver sur l'entrepreneuriat. C'est sûr. Et il y avait moins d'outils. Donc j'ai mis du temps à trouver les vrais outils qui me permettent d'automatiser. En fait, c'était vraiment d'automatiser le truc qui était important pour moi parce que je passe 3/4 de mon temps à l'entraînement. Donc ça, t'as peu de temps. Peu de temps pour hors entraînement. Ça, pour travailler sur le business vraiment. Ou en tout cas, s'il faut faire des tâches. Faut pas qu'elle me prenne du temps. Du coup, il fallait que tout soit vraiment automatisé. Du coup, rapidement, j'ai réussi à automatiser ma vente de programme. Donc au début, les gens, ils m'envoyaient un DM, ils m'envoyaient un PayPal, je leur envoyais le programme. Donc ça me prenait du temps un peu fastidieux. Les process, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai créé mon site. Là, les gens, ils n'avaient plus qu'à aller sur le site, cliquer, payer leur programme. Et ensuite, j'ai trouvé une plateforme qui envoyait directement les programmes une fois que le paiement était reçu. Et petit à petit, j'ai réussi à automatiser le funnel de conversion. Exactement. Et après, voilà, en arrivant dans ça, j'ai appris qu'il fallait faire des tunnels de vente, des pages de vente. Donc, j'ai même fait du copywriting et tout, tout seul. Autodidacte. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé un peu comment on faisait, hop. J'ai testé moi-même et en fait, moi, j'ai pas peur de l'échec, de rater. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Complètement. Et moi, je me disais, si ça marche pas, je change. Enfin, je refais un autre... Et tac, j'ai fait mes premières pages comme ça, et puis ça vendait. Je me dis, ça marche. Hop, après, t'améliores petit à petit ta page avant de mieux en mieux. Ouais, c'est toujours tester quelque chose, voir améliorer. Si ça se plante, c'est pas grave, on fera autrement. Ouais, c'est pas grave. Et même si ça fonctionne, on va toujours faire mieux aussi. Ça.
Et toi, tu es dans cette approche-là aussi. C'est ça, exactement. J'essaye. Et au pire, je me dis même, voilà, ça se passe mal avec un client ou il reçoit pas son programme, je sais pas. Bah, il envoie un email. Moi, je m'excuse. Ouais. Pardon, c'est une erreur. En plus, la plupart, forcément, vu que j'étais sur Twitter ou Instagram, bah, ils savent que c'est moi qui le fais directement. C'est pas comme s'ils allaient à Carrefour ou Nike, forcément. Ça la fout mal. Là, ils savent que c'est toi. C'est ça. Ton prénom, c'est ton nom. C'est comme de l'artisanat presque. Donc, ils savent que peut y avoir de l'erreur et tout. Et donc, direct, voilà, je m'excuse. J'avais aucun souci pour renvoyer des programmes gratuits ou ce genre de choses. Des fois, il y a des étudiants qui m'envoyaient des messages. Ouais, je veux trop ton programme, je suis en galère et tout. Mais moi aussi, j'étais en galère. Ça veut dire, je lui dis, tu sais quoi, envoie-moi 5 euros, je te l'envoie. Et petit à petit, en fait, je me suis dit que si j'aide les gens vraiment et que je continue mon truc, bah ça va se faire tout seul, le bouche à oreille, un tel qui même des mecs qui s'achetaient mon programme, ils devaient l'envoyer à leur pote gratuit le programme. Bah, moi oui, mais ça me dérangeait pas parce que je me disais qu'au final si le mec il aime bien mon programme, il ira peut-être en acheter un autre, ou si quelqu'un lui demande tu connais pas, bah il va te dire à mon nom et tu gagnes en visibilité. Exactement. Et puis tout revient à toi, c'est aussi t'es crédible là-dedans. Voilà. C'est pas que t'as lancé un business un peu par opportunité d'une marque je sais pas obscure, je sais pas d'un business. Non, t'es un mec qui se prépare, ton corps en fait c'est genre ton outil de travail. C'est ton outil de travail, c'est ta vitrine et c'est complètement crédible là-dedans. Et justement par rapport à tout ton voyage entrepreneurial, toi tu fais comment pour évoluer? Ça veut dire que au fond t'as pas surfé que sur des tendances, ça veut dire que t'as une vision. Qui est quand même ton sport, tu vois, vraiment, c'est ça l'objectif principal. À l'époque, c'était la moto que je voulais acheter. Et là, en fait, c'est vraiment ton sport, être très bon en MMA, être le meilleur dans ta catégorie, c'est le cas, c'est ça. Et toi, tu fais comment pour continuer à évoluer? En fait, j'ai envie de garder cette liberté que j'ai actuellement, de pouvoir... avec l'organisation, donc là je suis à l'UFC, s'ils veulent m'obliger à faire quelque chose, je veux pouvoir dire non. Et la seule façon pour eux de pouvoir me forcer à dire quelque chose, c'est l'argent. C'est ce qui fait tourner le monde. Un gros chèque, ou alors ils disent, dans ce cas, tu combats pas pendant 2 ans. Et moi, il faut que je sois capable de dire, ok. T'es serein. Voilà. Montrer que t'es serein. Que en fait, dans les négociations, moi je veux pouvoir arriver à un endroit où on n'est pas égaux forcément vu que je travaille pour eux, mais voilà, je vais pas me laisser taper sur les mains, je vais pas me laisser faire parce que tout ne dépend pas de telle chose ou d'un tel ou d'une seule chose. Je tiens et c'est pour ça que je te dis que j'ai besoin de cette liberté en fait. Et dans mon quotidien, du coup, c'est ça. C'est-à-dire que je dois négocier ou faire quelque chose, il faut que je puisse dire non si ça me... Et je sais qu'il y a beaucoup de combattants, malheureusement, ils ont cette épée au-dessus de la tête de en vrai, si je dis non, je combats pas, je gagne pas d'argent. Même s'ils ont beaucoup, hein, ça peut être un mec qui a 300 000, 400 000 sur son compte en banque, mais ça le fait chier de pas combattre pendant 1 an ou 2 ans s'il rentre pas d'argent, du coup, parce qu'il y a le train de vie, les blessures, le MMA, ça va vite. Et il y a aussi ça. Il y a aussi ça pour mon parcours entrepreneurial. C'est-à-dire qu'une carrière, c'est très court. C'est hyper court. C'est très court. Donc, je suis encore très jeune et pourtant, là, je sens que ma carrière, en vrai, dans moins de 10 ans, c'est fini. Ça fait déjà presque 10 ans que j'en fais. Oui, j'allais dire, et ça fait une longue carrière. Hein. C'est ça, oui. Dans ce sport. Oui, moi, parce que je commençais très jeune, donc ça fait une très longue carrière. Et par à toi. Et j'ai pas envie que quand ma carrière s'arrête, j'ai plus rien et que je me retrouve à aller faire quelque chose de classique ou quelque chose que j'ai pas envie, que j'aime pas et que mes meilleures années soient derrière moi et que ma fin de vie soit pas ce que je veux. Ouais. Et donc j'ai besoin vraiment de pouvoir faire mes propres choix et je pense que c'est ça qui drive moi mon parcours entrepreneuriat, c'est de garder ma liberté et de pouvoir vivre comme je le souhaite et comme je l'entends. J'ai même pas de montant, de chiffres que je vise. C'est juste de gagner suffisamment pour pouvoir dire aux gens d'aller se faire foutre. Voilà. Non, clairement, c'est un peu ça. Alors, en vrai, c'est très drôle. En vrai, c'est ça. C'est une façon de voir le truc. Ça veut dire, mais comme tu dis, c'est une notion de liberté. Ça veut dire que tu as le luxe de pouvoir dire non, parce que dire non, en fait, c'est un giga luxe. Oui, c'est ça. Il y a malheureusement peuvent pas dire non. Tellement de gens qui n'ont pas ce luxe-là de dire non ou de pouvoir négocier ou etc. Très vite dans la contrainte, c'est ça, tu veux surtout pas. Non. Et surtout qu'en plus tu es dans un métier qui est contraignant, c'est être combattant. Ouais. Ça demande une discipline, ça demande beaucoup de sacrifices, j'imagine, tu vois, dans la vie pro, perso. C'est ça. Toi aussi, ça veut dire que ça demande un engagement.
qui est énormissime. Et justement, toi, tu as des personnes autour de toi, donc avec le temps, qui, je sais pas, t'es un peu comme une équipe maintenant, qui s'occupe de différentes choses. Bah maintenant, par contre, sur tout ce qui est entrepreneuriat, je suis tout seul. Ma femme m'aide un petit peu sur certains trucs, mais elle aussi, elle est entrepreneur, elle a sa propre boîte, enfin, elle a racheté sa boîte, carrément, c'est encore mieux. mais l'objectif ultime. Ouais, l'objectif ultime, vraiment, c'est très beau ce qu'elle a fait. Et mais dans la gestion de mes affaires, donc entrepreneur, boîte, je suis tout seul. Avant, j'avais quelqu'un qui m'épaulait, mais voilà, ça s'est mal passé sur la fin et voilà, on s'est séparés. Ça arrive dans un parcours où tu travailles avec des gens, c'est ça, c'est quelque chose de normal. Et donc maintenant, je préfère être tout seul et voilà, travailler avec des contractuels, des sous-traitants. Plus ponctuellement. Voilà, ponctuellement ou régulièrement, je travaille avec qui je travaille souvent, mais je suis vraiment tout seul sur toute la gestion, le pilotage de ce que je fais. Par contre, sur ma carrière en MMA, j'ai monté une équipe et je le gère vraiment comme une entreprise avec des salariés. Donc, où j'ai. Là, tout à l'heure, tu as pu voir Alexandre, donc qui est avec moi au quotidien, qui a un peu un rôle d'agent-manager avec moi, où voilà, si les gens veulent mon contact, me parler, il faut qu'ils passent par Alex d'abord. Il fait le filtre, il prend aussi tous les contacts et c'est lui qui peut aussi un peu dire non aux gens. Bien sûr. Et ça te soulage. Être le méchant de l'histoire. Parce que sinon, non, mais c'est hyper important. Moi, ça me soulage, c'est ça. C'est ça te soulage, ça te préserve. C'est en fait, vu que mon activité, elle me demande d'être toute la journée à l'entraînement. Comme ça, déjà, les gens peuvent me contacter quand je suis pas à l'entraînement en passant par Alex. Parce que moi, quand je sors de l'entraînement, la dernière chose que je veux faire, c'est rappeler 10 personnes, répondre à voilà, les messages. J'ai beaucoup de messages en attente et de trucs. Mais je suis fatigué, il faut que j'aille dormir, il faut que je me prépare, il faut que je mange. Et mon activité, elle demande beaucoup de force mentale, en fait. Et toutes ces sollicitations, c'est des choses qui m'enlèvent de la performance à l'entraînement. Sauf que mon sport demande d'être aussi bon à l'extérieur. Pas comme au foot, où par exemple, tu peux être juste bon au foot. Et c'est bon. Non, dans le MMA, il faut vraiment gérer un peu tout, la com, avoir tes petits business, tes machins, pour pas tomber du jour au lendemain. Tu te blesses, tu combats pas pendant 2 ans, attention. Tu sors tout de suite, quoi. Et ensuite, donc, il y a Alex, j'ai un préparateur physique, donc Rémi Lancou, j'ai un préparateur mental, Eric Cara, j'ai mon coach de MMA qui chapeaute tout, Johnny Fraché. J'ai un coach de pied-point, j'ai un coach de sol. Chacun a son pôle. Ouais, c'est hyper. Comme dans une entreprise, le marketing, machin. Moi, c'est la même chose sur le MMA. Et c'est ce que j'ai remarqué sur tous les champions qui performent le plus. Ils ont quand même autour d'eux de ce genre d'équipe. Et ça demande beaucoup d'argent de faire ça. Et d'où le parcours entrepreneurial à côté. C'est-à-dire que pour être bon en MMA, en fait, j'ai besoin de beaucoup d'entrées d'argent pour rémunérer tous ces gens. En fait, c'est une équipe de F1. Voilà, j'ai une équipe de F1. Complètement. On m'arrête au stand, faut que tu fasses ça, ok, j'y retourne. Et il y a beaucoup de combattants qui n'atteindront pas leur plein potentiel à cause de ça, parce que ça demande beaucoup d'encadrement. Ça demande beaucoup d'encadrement et c'est un sport précaire où en fait personne gagne vraiment d'argent. C'est-à-dire que le combattant, il en gagne pas des masses, mais il doit le donner à son équipe pour les payer. Et eux non plus, au final, du coup, ils ont pas grand-chose et c'est ça pendant très longtemps jusqu'à arriver au plus haut niveau et c'est dur d'arriver au plus haut niveau. La bascule, c'est pas tout le monde. C'est ça. Et des fois, on peut y arriver et rester 1 an au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en 1 an, tu gagnes pas assez d'argent pour une vie entière. Ou pour, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pour ça que c'est beaucoup de passion, un sport de passion. Et moi, je voulais pouvoir le faire par passion, sereinement. C'est-à-dire que je le fais parce que j'aime ça. Et si ça me ramène de l'argent, tant mieux. Mais j'ai préféré prévoir à côté. Ce qui est drôle, c'est que tu gères en fait tout comme une ou des entreprises. C'est ça. Ce que tu dis, ta carrière, c'est... Ma carrière, c'est une entreprise. Une entreprise. Tous les autres business que tu fais, c'est aussi des entreprises. Avec ma carrière, j'ai investi, tu vois. Ouais, ta femme, tu disais, elle est aussi là-dedans. Donc... Oui, l'immobilier, voilà. En fait, je vise très loin, je vise très long terme. Très rapidement, j'ai compris que la retraite, ça pouvait être compliqué. Et sous les 40, 45, 46, j'ai envie de dire, j'arrête. Ouais, parce que tu as tes business qui roulent, entre guillemets, sans toi. Voilà. Toi qui chapeautes. Oui, je chapeaute. Non, bien sûr, je ne ferai pas rien dans ma vie, mais voilà, si j'ai envie de lever le pied. Non, je pense pas non plus. Mais j'ai envie d'avoir ce luxe de, en fait, j'attends pas la retraite, tu sais, j'attends pas un âge où je vais avoir la retraite. Je pense que toute ma vie, en vrai, elle est plus digérée vers ça, même mon sport et tout. C'est vraiment, en vrai, j'aime beaucoup mon sport, je suis hyper passionné, mais le faire au niveau où je le fais,
Franchement, c'est juste pour monter plus vite les niveaux sociaux et gagner beaucoup d'un coup. Mais c'est un investissement et un peu un coup de poker. Et tu disais là, un mot très très important par rapport à tout ça, c'est la passion. Oui, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu es quand même passionné par l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, tu es passionné par le sport en général, par le MMA évidemment. Donc, en fait, c'est essentiellement, enfin, une grande partie de l'équation, c'est la notion de passion. Ça veut dire que c'est difficile, parfois tu as des échecs. Tu vois, se relever après un échec, peu importe lequel, peu importe la nature d'un échec, c'est pas facile. Tu vois, accepter l'échec, c'est ça. Il faut être passionné. Ouais, il faut être passionné, mais je pense qu'il faut être sportif, moi, je pense. C'est hyper important, je pense, pour les entrepreneurs de faire du sport. Parce que tu rates tout le temps au sport. Et du coup, ça t'apprend à recommencer. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu fais du crossfit, du crossfit. Tu as une barre où tu vas faire des tractions, je sais pas quoi, 20 tractions. Au début, tu n'y arrives pas. T'en fais 10, t'en fais 5, tu galères. Le lendemain, tu reviens, t'en fais 8, etc. Tu progresses. Et pour moi, le parcours, être entrepreneur, c'est ça. Hein, c'est tous les jours, en fait, tu vas avoir des problèmes. C'est ça, d'être un entrepreneur. Faut l'accepter. C'est, tu veux lancer un produit, une marque, j'en sais rien, peu importe, une société, dans tout, jardinage et tout. En fait, le fait qu'il fait quelqu'un réussit ou pas, gagne beaucoup d'argent ou pas, ou sa boîte prospère, c'est sa capacité à résoudre les problèmes qui arrivent devant lui. Comment trouver des clients, c'est un problème. Comment bien s'entourer, faire plus de bénéfices, comment réduire les process. Enfin, c'est que des problèmes à régler. Et moi, je pense que le sport, moi, c'est ce qui m'aide. Ce qui m'a toujours aidé dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, je trouve l'entrepreneuriat facile par rapport au sport, où moi, dans mon sport, quand tu rates, ça fait mal. Ouais, et puis ça peut être aussi souvent perçu, l'entrepreneuriat, tu vois, comme que le côté positif, que le côté liberté, etc. Et en fait, comme tu dis, il y a beaucoup de souffrance. Ah oui, c'est la liberté sans en être, l'entrepreneuriat, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, mais en fait, je préfère choisir mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Ouais, je comprends. La liberté totale. C'est sûr que c'est compliqué. Parce qu'il y aura toujours des comptes à rendre, il y aura toujours des... Voilà, tu devras quand même un jour te lever, faire un truc que tu n'as pas spécialement envie. Et, et puis, justement, moi j'avais envie, un peu comme dernière question, si tu as un message à transmettre à une personne qui a envie d'entreprendre ou qui entreprend mais qui a envie d'évoluer. Parfois on atteint des plafonds. Des paliers, Et tu as limite un plafond et ça devient difficile. Toi, ça serait quoi le message que tu aurais envie de transmettre à cette personne? Moi, le message que j'ai envie, c'est déjà c'est de ne pas avoir peur d'essayer et de toujours pas avoir un plan B, mais c'est-à-dire de toujours gérer les risques. La gestion des risques, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu as un projet, tu veux développer tel truc. Si ça coûte 10 000 euros, par exemple, faut que si tu perds ces 10 000 euros, ça va. Tu vas pas te retrouver à la rue. C'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre des risques maîtrisés. Du coup, j'ai envie de dire, commencer petit pour grossir après. C'est un des trucs les plus importants. Et surtout, pas hésiter à demander aux gens qui savent déjà. En vrai, avoir un mentor ou... qui te porte. Ouais, qui te porte, ou au moins quelqu'un qui est un petit peu dans le même secteur et qui réussit, lui demander 2-3 conseils et pas lui demander de reprendre la boîte, non. Mais en général, ceux qui réussissent, ça les dérange pas d'aider quelqu'un qui est vraiment motivé, qui fait son truc, qui travaille, qui est bloqué sur un truc. Franchement, moi quand j'étais bloqué sur des trucs et tout, j'ai pas hésité à demander et ça m'a vraiment débloqué. Et c'est là où j'ai rencontré des gens souvent qui m'ont presque propulsé. Tu vois, tu parlais de paliers, moi souvent les paliers que j'ai pu passer, c'est grâce à des gens. Bien sûr. C'est compliqué tout seul de briser un plafond de verre, par exemple, où tu te dis je pourrais jamais gagner tant ou dépenser tant. Et quand tu vois un mec qui le fait à côté, tu demandes. Ouais, c'est cool. Et pour lui, il dit c'est rien, machin, et tu te dis en vrai, c'est vrai, c'est que c'est rien. Et il t'explique vite fait, et petit à petit, tu changes tes trucs, tu l'adaptes à toi-même, et hop, tu passes à l'étape du dessus. Je pense que c'est de demander, commencer petit et gérer ses risques. Je pense que gérer ses risques, c'est quand même un des trucs les plus importants, comme à la bourse ou en crypto, faire attention, faut pas tout perdre, quoi. Parce que c'est dur à gagner l'argent. Merci beaucoup, Morgan, pour ton Avec temps. plaisir. C'était La Base, un podcast Big Media. Ciao.